Alors, mes chers collègues, nous recevons maintenant M. Bertrand Schnetter, président de la Commission des participations et des transferts. Notre commission, je le rappelle, a souhaité procéder à une revue exhaustive de toutes les autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. On a établi, c'est notre rapporteur qui a établi un questionnaire détaillé qui vous a été adressé, qui a été adressé à toutes les AI. La Commission des participations et des transferts, je le rappelle, elle a été créée en 1986. Elle est qualifiée d'AI par le rapport du Conseil d'État de 2001. Elle a pour mission de rendre un avis sur le prix des cessions réalisées par l'État. Le contrôle de la Commission permet d'éviter que l'État ne cède à vil prix ses participations. Vous nous détaillerez donc, Monsieur le Président, les missions qui vous incombent pour remplir cet objectif. En tout cas, à l'état actuel, la commission est composée, à ma connaissance, de 7 membres, dont un président nommé par décret pour 5 ans et choisi en fonction de leurs compétences, de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. Vous nous présenterez également, je le souhaite, les modifications concernant le collège, résultant de l'ordonnance de 2014 et dont un article du projet de loi Macron, je crois, propose la ratification. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et aussi sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition fait l'objet d'une captation vidéo. Et donc, je dois, avant de vous passer la parole, c'est le formalisme des commissions d'enquête qui m'y oblige, je dois vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations, on va dire pendant une petite dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur, Jacques Mézard, vous posera des questions et les membres de la commission également. Voilà, vous avez la parole. Bien, merci. Je voudrais d'abord vous indiquer simplement que cette commission que j'ai l'honneur de présider voit un certain nombre de dossiers qui ne sont pas publics. Et donc, dans mes propos, vous m'excuserez de ne pas entrer dans certains aspects de dossiers que nous aurions pu examiner compte tenu des caractéristiques de cette audition. Pour le reste, la Commission des participations et des transferts est une AI de fait, qui a été donc reconnue comme AI par l'étude du Conseil d'État, pour une raison double, le fait que la loi qui la crée prévoit l'indépendance de ses membres et le fait que les avis qu'elle rend sont de force contraignante sur les décisions que le gouvernement doit prendre dans la matière des privatisations ou ce qu'on appelle maintenant les cessions de participation publique. De ce fait, la Commission correspond bien à une définition des AI, mais je dirais par rapport à l'exposé que M. Guillaume a pu vous faire au début de vos auditions, nous avons des caractéristiques qui ne sont pas dans tous les domaines comparables à celles d'autres AI, et notamment, bien sûr, nous n'avons pas d'autonomie budgétaire. C'est un sujet que je sais vous avez évoqué. C'est un sujet que nous ne sommes pas les seuls à connaître et il n'est pas sûr qu'il soit nécessaire, dans le cadre d'une institution comme la nôtre, de disposer de moyens propres garantis au-delà de ce qui est le fonctionnement normal dont on pourra dire un mot. S'agissant de cette reconnaissance de fait du caractère d'autorité indépendante par le Conseil d'État, elle a évidemment été confortée à l'occasion de la loi sur la transparence de la vie publique, puisque cette fois-ci, la Commission est clairement incluse dans ces autorités et également dans les textes relatifs à la gestion des patrimoines financiers pour les autorités intervenant dans le domaine économique. Donc la concrétisation et la caractérisation d'autorité indépendante a été renforcée. Cette commission, le premier point que je voudrais exposer, c'est évidemment quel est son rôle, que fait-elle? Alors, elle a un rôle qui, effectivement, attire rarement l'attention du public, mais qui est absolument incontournable dans l'ensemble des sessions des participations publiques. Et de ce point de vue, il faut bien voir que
Ce rôle correspond à l'exigence constitutionnelle de la décision du Conseil constitutionnel de 1986, du 26 juin 1986, que je vous relis, et qui dit « L'évaluation de la valeur des entreprises à transférer sera faite par des experts compétents, totalement indépendants des acquéreurs éventuels, qu'elle sera conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession », je passe sur l'énumération, et les textes devront interdire le transfert dans le cas où le prix proposé par les acquéreurs ne serait pas supérieur ou moins égal à cette évaluation. Et enfin, le choix des acquéreurs ne devra procéder à aucun privilège. Ce point est important. Il en découle que la commission, premièrement, doit comporter une composition techniquement adaptée, c'est-à-dire que les membres de la commission doivent présenter des garanties d'expérience et de compétences. Et la deuxième conséquence, c'est que les garanties d'indépendance sont également, dès la loi de 86, fournies en ce qui concerne notamment les relations possibles avec des acquéreurs éventuels, c'est un régime très strict d'incompatibilité, et avec les entreprises privatisées, pour que, ultérieurement, à l'issue du mandat et pendant 5 années, soit interdite toute fonction ou opération rémunérée avec des entreprises ayant été privatisées. La façon dont la Commission aborde sa mission est légèrement différente, d'après les textes, selon que les opérations sont des opérations faites sur le marché ou des opérations faites hors marché. Pour les opérations sur le marché, pour faire simple, on peut dire qu'en principe, il suffit que la Commission donne une valeur, par exemple un prix de cession minimal, et les règles du marché devraient assurer le bon respect des autres caractéristiques, absence de privilèges, etc. Je vous dis toutefois que même dans ce domaine, la Commission est très attentive aux modalités des opérations dites de marché, que ce soit les opérations de bloc ou que ce soit la récente opération qui vient d'être lancée au fil de l'eau, qui a été annoncée par les ministres hier ou avant-hier, et où évidemment la procédure qui sera déroulée est soumise à la Commission qui l'examine attentivement, même si le texte de la loi ne dit pas très clairement qu'il faut un avis conforme sur cette procédure. En revanche, pour les opérations hors marché, où il y a plus de risques d'avoir des avantages, des inégalités de traitement, la Commission est amenée à se prononcer très précisément sur la procédure, sur les cahiers des charges, quand il y a cahier des charges, sur l'ensemble des éléments permettant de garantir, comme l'exigeait le Conseil constitutionnel, non seulement que la valorisation a été respectée, mais également que les conditions de choix de l'acquéreur soient aussi respectueuses de l'égalité des chances que possible. Nous reviendrons peut-être sur ces questions si vous le voulez. Je mentionne simplement pour mémoire qu'également la Commission, en dehors des cas de saisine légale, qui sont les cas des participations publiques, la Commission peut être saisie par le gouvernement sur d'autres dossiers. Il est arrivé que nous soyons saisis sur des dossiers ne relevant pas du ce que j'appellerais couramment le portefeuille de l'APE. Il est également arrivé, depuis 2009 à 4 reprises maintenant, que le gouvernement demande à la Commission de lui donner un avis sur les valeurs des fréquences radioélectriques. Et c'est un sujet qui, effectivement, peut être abordé techniquement selon les méthodes usuelles. On peut très bien faire toutes les analyses. Simplement, les avis que nous rendons au gouvernement dans ce cas-là ne sont pas des avis qui le lisent, ce sont des avis purement consultatifs dont il fait ce qu'il veut, même si l'on constate qu'il semble plutôt respecter l'idée de ne pas situer des prix de réserve au-dessous des valeurs que nous avons pu indiquer. Les compétences de la Commission dans l'ordonnance de 2014 et
dans ce que j'appellerais tout simplement le projet de loi Macron, si vous me permettez de faire court. Les compétences ont été légèrement élargies, elles ont été précisées. Les modalités de détermination de nos niveaux d'intervention sont plus claires. Et d'autre part, à l'occasion de l'examen de la loi Macron, les seuils qui sont fixés dans l'ordonnance à 1000 emplois ou 150 millions de chiffre d'affaires ont été réduits de moitié à l'initiative des parlementaires. Et donc, il semblerait que ce soit quelque chose qui désormais sera acquis à l'issue du débat parlementaire. Pour maintenant savoir, au fond, quel est le résultat de ce que fait cette commission. Je dirais que cette commission a deux effets positifs sur le processus des sessions de participation publique. Le premier effet, il n'est pas directement visible, c'est l'effet que j'appellerais de procédure qui introduit cette commission au cœur du processus d'élaboration de ces sessions et qui offre aux différentes parties prenantes, quand il y a des décisions à prendre, à se préoccuper de présenter des dossiers et des opérations qui auront des caractéristiques acceptables pour cette commission. C'est donc une espèce de rôle préventif. Ce rôle préventif est réel. Si vous interviewez des fonctionnaires de Bercy, ils vous diront qu'il est arrivé plusieurs fois qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas présenter le dossier à la commission et que l'affaire ne doit pas être traitée comme à un moment on aurait pu penser la traiter. C'est ce que j'appelle le rôle préventif. Et le deuxième rôle qui est, je dirais, non pas curatif, mais qui est de confort, il se trouve que les décisions de cession sont susceptibles de recours, sont susceptibles d'action juridictionnelle. Et il se trouve que le juge administratif a comme élément central de détermination ce qu'il appelle l'erreur manifeste. Et dans les quelques cas où le Conseil d'État s'est prononcé, c'est dans la formulation et les développements des avis de la Commission et la certification par la Commission d'un travail d'étude fait et d'examen de documents, etc. Ce sont tous ces éléments-là qui ont souvent convaincu le juge qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. C'est un point évidemment important, parce que vous le savez, le ministre, pour sa part, ne motive pas la décision, l'arrêté ou le décret par lequel il décide une cession. Et donc la source la plus probante dans le processus, c'est l'avis de notre commission qui est rendu public à l'issue des opérations et qui donc guide, peut éclairer sur la situation. Pour faire bref sur un aspect qui vous préoccupe, je le sais, puisque j'ai été attentif à certains de vos travaux, je parlerai une minute du coût de notre intervention. Alors, c'est un peu gênant de dire que nous ne coûtons pas cher. Notre budget de fonctionnement est un budget d'environ 1 million par an, dans lequel il faut compter un bon quart qui dépend de la décision de nous loger dans le même immeuble que le Conseil d'État rue de Richelieu, parce qu'il fallait remplir cet immeuble d'entités indépendantes. Le deuxième sujet, c'est que nous avons une rémunération des membres qui est relativement, je dirais, plus importante que dans d'autres administrations indépendantes. Et là, je le dis très franchement, c'est justifié par un mode de fonctionnement qui rappelle ce que disait le Conseil constitutionnel. Nous sommes un collège d'experts. C'est-à-dire que nous ne nous réunissons pas pour nous prononcer sur le rapport de service, même si notre secrétaire général nous aide à mettre les affaires en l'état, mais nous avons l'obligation individuelle de regarder chaque dossier dans tous ces éléments et de nous prononcer avec notre capacité propre d'expertise. Et d'autre part, comme nous avons des incompatibilités très étendues, de fait, les profils des membres de la commission sont pour l'essentiel des profils de personnes qui n'ont pas d'autres activités économiques et qui sont souvent retraitées avec un passé
expérimentés. Mais par exemple, par rapport à l'AMF, vous avez des gens du milieu économique qui, au contraire, sont des représentants du milieu économique dont on a besoin pour servir un peu de courroie de transmission entre les intervenants et l'autorité. Dans notre cas, c'est tout le contraire, si vous voulez. Il faut surtout ne pas avoir ce genre de risque de viscosité. Les évolutions en cours, très rapidement, je suis déjà trop long. La loi Macron, l'ordonnance, donc je vous l'ai dit, conforte la commission et simplifie, clarifie son intervention sans diminuer le champ de son intervention. Et quant à la loi Macron, elle introduit des modifications qui, au départ, auraient pu être introduites dans l'ordonnance, mais il se trouve que la loi d'habilitation a été rédigée de telle façon qu'un mot a manqué et que le gouvernement n'a pas pu faire les petites adaptations de statut qu'il avait à l'esprit de faire par l'ordonnance, et il a été obligé d'attendre l'occasion de la loi Macron pour, dans l'article 45, si je ne dis pas de bêtises, introduire quelques modifications qui sont des modifications évidemment substantielles, je dirais non pas tant pour l'indépendance réelle de la commission qui n'a jamais été mise en cause, mais pour ce que maintenant on appelle la théorie des apparences et qui est aujourd'hui la loi en matière d'indépendance, c'est-à-dire l'introduction de mandats non renouvelables. J'ajoute qu'il y a la parité, mais la parité allait de soi dès la loi de l'été 2014. Donc la parité est prévue maintenant, mais elle aurait été de toute façon. Et également donc le principe d'un mandat de 6 ans non renouvelable, qui est le point presque essentiel de cette modification, puisque en ce qui concerne des incompatibilités comme en ce qui concerne les exigences de compétences et d'expérience, rien n'a été modifié. Voilà, je crois que le mieux, c'est que je me livre maintenant à vos questions, puisque j'ai peut-être déjà été un tout petit peu trop long. Avec beaucoup de plaisir. Je donne la parole à monsieur le rapporteur. Auprès duquel je m'excuse de ne pas avoir envoyé un questionnaire entièrement rempli. J'ai tenté en fin de matinée d'envoyer quelques éléments qui vous sont peut-être parvenus, peut-être pas. Mais en tout cas, vous aurez le dossier complet dans les jours. Au vu du questionnaire, on aura peut-être d'autres questions. Nous sommes une toute petite maison, c'est la rançon de... Oui, bah, d'ailleurs, on peut commencer par la petite maison, parce que vous semblez quand même très dépendant de la grande maison. Ah, ça dépend comment on l'entend. La grande maison dépend de nous pour l'essentiel, c'est-à-dire pour pouvoir prendre ses décisions. Voilà, mais en tout cas, au point de vue, je dirais, du fonctionnement immobilier et du personnel, oui. Si j'ai bien compris, hein, la rémunération du secrétaire général est prise en charge directement par la Banque de France. Absolument. Les 3 secrétaires, c'est directement pris en charge par le ministère. Oui. Bon. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas parler, me semble-t-il, d'indépendance. En ce qui concerne l'immobilier, c'est le ministère. En ce qui concerne l'informatique, c'est le ministère. Non, mais la fonction support est au ministère. Je ne suis pas la seule autorité qui soit dans cette situation. Je pense que je coûte moins cher que d'autres. Je pense que je coûte moins cher que d'autres. Mais en revanche, c'est vrai que je suis dans le programme 218. Non, mais le Conseil d'État, et puis vous connaissez tous bien le Conseil d'État, hein, a considéré que vous étiez une autorité administrative indépendante. Absolument. Donc effectivement, vous êtes exprimé là-dessus, mais on peut vous demander plus précisément si vous considérez que vous êtes une autorité administrative indépendante. Vous allez me dire oui parce que le Conseil d'État l'a dit, mais alors, éliminons... Non, pour parler très clairement, la question des moyens. Est-ce qu'il y a dans cette question des moyens quelque chose qui affecte notre indépendance ou notre capacité à remplir notre mission? Alors là, la question est extraordinairement simple. Il y aurait un problème si nous considérions que nous devrions avoir, et c'est un sujet récurrent que la Cour des comptes a évoqué, si nous devrions avoir des capacités de consultation, d'expertise extérieure propres. Nous avons 2 raisons pour lesquelles cette commission ne l'a jamais fait. La première raison, c'est que très souvent, les dossiers nous parviennent
dans des conditions et des délais tels que recruter des experts indépendants dans la hâte pour refaire le travail que déjà des experts ont fait risque fort de ne pas apporter beaucoup de choses et ne pas être très praticable. La deuxième question, c'est que, encore une fois, ce qui nous est demandé, c'est de procéder à une évaluation selon les méthodes usuelles. Et donc, ce que nous exigeons, c'est d'avoir de la part, dans le dossier qui nous est présenté, de la part de banques ou de conseils qui sont, eux, des conseils de réputation, qui ne sont pas, évidemment, des gens sans compétences, c'est d'avoir des rapports suffisamment fournis, fouillés, avec des hypothèses de travail, avec des tests de sensibilité. Et je peux vous dire que nous ne ratifions pas tout simplement la page 18 du rapport. Si on nous dit que la page 18, il y a une valeur centrale, c'est rarement la valeur que nous retenons. D'autre part, il arrive, et là, le fait que les experts soient des experts rémunérés soit par l'entreprise, soit par l'État, l'APE, il nous arrive fréquemment de demander des études complémentaires à ces experts, d'explorer une hypothèse différente, un cas de figure de plan d'affaires différent, et donc de compléter notre capacité d'analyse sans que ce soit, disons, à un coût imputable à notre propre budget. Je sais que c'est un débat qui sera toujours ouvert, mais très très honnêtement, nous avons, avec ce qui nous est donné et la capacité de compléter par des demandes supplémentaires, nous avons en principe de moyens de juger une situation avec ce qu'on appelle l'éventail des méthodes usuelles, tel que tout expert pourrait l'avoir sous les yeux. Est-ce que sur les 7 membres, est-ce qu'il y en a qui exercent en même temps d'autres fonctions? Alors nous avons 2 membres qui sont l'un membre du Conseil d'État et l'autre membre de la Cour des comptes. C'est une situation qui a existé dans le passé, puisqu'il se trouve que moi-même, au tout début de mes fonctions, j'étais encore en fonction à l'Inspection générale des finances et que j'ai dû passer un accord avec le chef du service de l'inspection pour réduire mes indemnités à l'inspection des finances compte tenu du partage de temps que j'avais à l'époque. Voilà, c'est une situation qui, effectivement, existe. Oui, bon, la question qu'on se pose régulièrement, c'est quand il y a des contentieux, et il y en a, est-ce que c'est une situation qui est raisonnable? Mais bon, je connais la réponse. Oui, non, mais honnêtement, je n'ai pas de doute, compte tenu des personnes, je n'ai aucun doute sur le respect des règles qui s'imposent au sein du Conseil d'État ou de la Cour des comptes pour s'abstenir. Dans nos questions, voilà. Il n'y a aucun doute, si vous voulez, il y a pas de, on ne met pas en cause les personnes. Voilà, nous sommes d'accord. Nous réfléchissons sur un système. Effectivement, à la fois, il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Bon, il y a 7 membres. J'ai regardé, vous êtes tous anciens membres de l'État, c'est pas une tare. Avec et puis il y a dans les promotions un large éventail, puisque je vois que vous avez un des membres qui bientôt aura franchi presque le siècle. Bon, hein. Mais c'est très bien de considérer qu'il n'y a pas d'âge pour servir l'État. Alors, sur 2 points. Sur le premier point, je vous confirme que les 2 membres les plus anciens n'ont été renouvelés en 2013 que parce que c'était un mandat très provisoire qui, à l'époque, était supposé aboutir à un renouvellement dès l'été 2014. Et il n'était pas vraiment désireux de poursuivre cette mission, même s'ils l'ont fait de bon cœur. Mais il n'était pas... Je m'en doute. Et puis vous avez le jour pour ce qui concerne l'origine ENA, je suis prêt à vous faire cette concession, mais si vous regardez les carrières, vous verrez tout de même que la carrière de banquier de l'un d'entre eux, la carrière d'industriel d'un autre, etc., font que
cette tâche originelle d'être énarque a été ensuite tempérée vraiment par des carrières et des expériences différentes. Si c'est vous qui le dites, il vaut mieux que ce soit en vous manière qui de le dites plaisanterie, que... en manière de plaisanterie. Non, mais à la fois, vous voyez bien le sens de la question, Oui, c'est bien qu'à la sûr. fois, il faut avoir des serviteurs de l'État. Il s'agit quand même d'une autorité administrative indépendante où il s'agit de défendre l'État. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Et en même temps, on se dit, est-ce que dans le processus, on retrouve toujours les mêmes pratiquement dans toutes les autorités indépendantes, ce qui est aussi une question. Et c'est une question par rapport, aucunement par rapport ni à l'intégrité, ni au processus, mais c'est une question par rapport même à la philosophie de la fonction. Parce que est-il facile pour des serviteurs de l'État qui ont été constamment dans cette approche-là, facile de dire à leurs ex-collègues, à leurs ou représentants de différentes promotions, là, ça colle pas. Bon, alors ça, paradoxalement, je dirais oui. Oui, parce que si vous regardez bien les phases de carrière dans lesquelles se trouvent les membres de la commission, ce sont des gens qui ont accumulé une expérience et une compétence et qui ont acquis l'indépendance des gens qui ne sont pas à la recherche du poste suivant. Alors, le caractère non renouvelable accentuera encore cette caractéristique, mais réellement, le vécu de cette commission, c'est qu'elle n'est pas dans un état de dépendance et de solidarité par rapport à ses interlocuteurs. Même si, vu de l'extérieur, effectivement, on peut voir cet aspect. La question mérite d'être posée, c'est pour ça que nous la posons. Sur le fonctionnement par rapport au dossier que vous avez à traiter, nous avons vu que vous avez, en tout et pour tout, 3 secrétaires et un secrétaire général. Alors, les secrétaires sont des assistantes administratives dont la participation, d'abord, pardonnez-moi de le dire, il y en a une qui ne figure que pour ordre, puisque les bulletins médicaux qu'elle obtient successivement avec raison font que je ne l'ai pas vue depuis 2 ans au moins. Bon. Et que donc la réalité du fonctionnement, c'est qu'il y a 2 assistantes, et ces 2 assistantes font le travail d'assistante, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas à l'instruction des dossiers, c'est très clair. Elles aident à un fonctionnement normal, et c'est franchement un minimum d'avoir non, mais tout à fait, mais pour faire ça. Si j'étais allé jusqu'au bout de ma phrase, Monsieur le Président, je vous dirais, donc l'instruction des dossiers, ce ne sont pas elles ou eux qui le font. Absolument. Donc vous fonctionnez comment? J'ai cru comprendre, par certaines affaires en cours, que vous pouviez recourir à des cabinets d'avocats, à des experts extérieurs. Alors, pour parler tout à fait simplement, je peux vous dire que je vais expliquer. Bon, si vous voulez, grosso modo, notre mode, comme je vous l'ai dit au début, nous fonctionnons comme un collège d'experts. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le rapport de quelqu'un que chacun d'entre nous se prononce. C'est sur la lecture de l'ensemble du dossier. Notre secrétaire général ne prépare pas de note de position. Le système est réellement un système collégial et je peux vous dire que les membres qui reçoivent chez eux le jeudi soir un dossier pour une séance le lundi passent plusieurs heures à étudier le dossier et non pas 3 pages de rapport fait par un service. C'est un premier point. Non, mais j'ai bien compris oui, ça. Mais, voilà. Mais le dossier, est-ce que vous recourez à des prestataires extérieurs pour constituer le dossier? Parce qu'on ne va pas tourner au... Bon, non, mais je vois, à l'heure actuelle, il y a un dossier qui a l'air de susciter un peu de polémique, hein, pour ne pas le nommer
c'est celui de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je vois dans un article de journal qu'il y a eu recours à un cabinet avocat, ce qui n'est en rien, si c'est le cas... Pas par nous. Pas par nous. Bon. Non, nous avons eu sur ce dossier, qui est un long dossier, qui est maintenant un dossier public, nous aurons donc nos avis. Vous verrez qu'il y a toute une série d'avis. Avis sur le cahier des charges, avis sur le premier stade d'examen des candidatures avec éventuelle élimination de candidature, avis sur la valorisation. Et qui fait le dossier, Monsieur le Président? Pardon? Qui fait le dossier? Mais qui fait le dossier? C'est le ministre qui nous soumet un dossier. C'est le ministre. Bien sûr. Pardon, c'était non, mais tellement c'est pour ça évident que pour je moi, voulais, pardonnez-moi. Le dossier dont nous sommes saisis sont les dossiers qui nous sont présentés par le ministre ou, dans les cas d'opération de deuxième degré, par l'entreprise. Ces dossiers sont assortis de toutes les expertises qui sont nécessaires. Et, si vous voulez, là, on est, je dirais, mutatis mutandis, dans des situations de gouvernance que l'on connaît ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui ont fait tout le travail, que je vois les grandes banques ou certains cabinets, etc. Et le travail qui est fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un travail de qualité dans lequel nous exigeons d'avoir la possibilité d'étudier des sensibilités, des variantes, des hypothèses, et où nous renvoyons, nous avons eu des dossiers où on a renvoyé 2 fois la copie en disant mais l'hypothèse ne va pas, donnez-nous une autre hypothèse. Mais ma question était précise et je crois comprendre que votre réponse est précise. C'est-à-dire que vous, directement, nous ne recourons pas à des conseils extérieurs. Aucun conseil Absolument. extérieur. C'est un débat qui est toujours ouvert, mais que nous avons... Contrairement à ce que peuvent soutenir certains médias. Pardon? Contrairement à ce que peuvent dire certains médias. Certains médias. Ah, je ne sais même pas. Pardonnez-moi, ma revue de presse est moins bien faite que la vôtre parce que je n'ai pas. Non, mais c'est. D'accord. Je pose la question et vous répondez très clairement. Très clairement. Oui, monsieur. Si j'ai bien compris. Non, simplement vous donnez un avis sur le dossier que d'autres ont fait pour présenter l'opération. Pardonnez-moi, nous étudions le dossier à vous fond. donnez un avis après l'avoir étudié, bien évidemment. Pardonnez-moi, quand vous avez un dossier, par exemple, qui vous présente un plan d'affaires dans lequel vous avez, par exemple, une idée de ce que sera le résultat net dans 3 ans, et que nous disons, écoutez, donnez-nous la même étude, mais en faisant une réduction du plan d'affaires. Je crois qu'effectivement, la précision est importante parce que je prends l'exemple précédent qu'on avait. Ce sont des gens un collège qui va statuer sur une note de synthèse avec une orientation et un vote qui va aller dans ce sens, dans ce sens. Tandis que vous nous dites, j'ai le dossier qui m'arrive du ministre ou de l'entreprise et chacun d'entre vous, du collège, fait son travail d'expertise et ensuite prend une décision collégiale. Voilà. Absolument. C'est l'expertise du dossier. Alors, nécessairement, expertise de ce qui est disponible selon le cas. Mais vous savez, enfin, ce point-là, nous y avons souvent réfléchi, vous l'imaginez bien. Demander une deuxième expertise sur les mêmes bases, outre le coût, a très peu de chances d'apporter plus que de demander à la même expertise de vous explorer 2 ou 3 variantes qui sont, elles, les déterminants. Pardon? Non, mais si nous sommes sur des variantes, ça veut dire que nous avons, nous, notre sentiment sur des situations qui sont peut-être forcées un peu dans un sens ou dans un autre. Et nous demandons de voir. Par rapport à ce que... Pour que les choses soient précises, vous recevez un dossier ministère. Un dossier qui peut être accompagné des éléments fournis par les entreprises. Donc, je leur dis, vous recevez un dossier réalisé par le ministère et qui peut contenir, ou qui doit contenir, à côté ou dans, des éléments fournis par les entreprises. Des éléments fournis par les entreprises, des éléments fournis par la banque conseil, etc. Et vous nous dites, il est possible que nous proposions... que nous demandions des éléments complémentaires ou que soient examinées d'autres voies. Et à ce moment-là, qui fait ce travail? Nous le demandons en principe à l'expert, à la banque conseil qui a fait le travail principal. Parce que, encore une fois, je ne demande pas... ce que nous demandons, ce sont des études de variantes, de cas, par rapport à un cas central, si nous avons le sentiment que le cas central, nous l'avons eu sur des dossiers que je ne peux pas citer
autrement. Mais nous avons eu des cas très précis où nous avons renvoyé Ici, 2 on fois peut la tout copie citer. en disant le cas central n'est pas convaincant. Monsieur le Président, vous n'êtes pas soumis au secret défense, donc vous pouvez tout dire ici. Je ne peux pas citer certains dossiers d'entreprise dans les conditions de publicité. Mais c'est pas grave. Mais la question, précisément, c'est vous avez le dossier, vous dites je souhaite qu'il y ait des investigations complémentaires sur d'autres possibilités, et vous demandez, vous avez dit, à la banque conseil de faire ce travail. Et là le ministère... Le ministère ne fait jamais obstacle à ces demandes. Il est tout à fait établi qu'il n'y fera pas obstacle. Il n'y a jamais eu de cas, en tout cas, où il est fait obstacle. Alors, récemment, le Conseil d'État a examiné une requête en décembre 2014 sur la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Oui. Et le Conseil d'État a considéré, le 30 décembre 2014, en finissant l'année, que, je cite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison des irrégularités ayant affecté la procédure suivante devant la commission de participation et transfert n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Y a-t-il eu des irrégularités? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, alors, vous me demandez à moi d'exposer les irrégularités alléguées par une partie qui attaque l'État. Je vous répondrai qu'à ma connaissance, non, mais c'est pas une question. Je n'imagine même pas qu'il y ait eu la moindre irrégularité. C'est pas une question perfide, s'il y a un arrêt du Conseil d'État. Non, le Conseil d'État, là, ne se prononce pas. Il cite ce qu'une partie dit. Tout à fait. Alors, si maintenant, la règle, c'est qu'on doit faire le travail des partis à la place des partis, moi, je n'ai jamais fait ça. Ce n'était pas le sens de la question. Bon. Je ne connais pas les irrégularités alléguées. Je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, je peux vous dire que l'attention que nous avons portée à tous les stades de la procédure, y compris, je le mentionne volontiers, le fait que des dispositions d'origine du cahier des charges ont été rédigées sur notre avis parce que nous trouvions que la rédaction peut-être n'était pas d'une clarté ou je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous ne laissons pas passer d'irrégularité. Mais en fait, quand vous avez... La question que je me pose, c'est quand vous vous posez une question, quand vous vous dites là, nous avons un problème, vous vous adressez quand même aux banques conseils de ceux qui ont rédigé le problème. La question est de savoir qu'est-ce que j'appelle un problème. Un problème, c'est soit sur la méthode de valorisation, mais pardonnez-moi, les méthodes visuelles sont les méthodes visuelles, les taux d'actualisation sont les taux d'actualisation. On voit toujours des sensibilités à un taux d'actualisation donné pour regarder si nous pensons que le taux est trop élevé, pas assez élevé. On sait très bien, et ça, je dirais, c'est de l'arithmétique pure. Ensuite, le deuxième sujet, c'est y a-t-il sur la projection économique de la société, une valorisation, c'est ce que la société va donner dans les années à venir. Oui. Voilà. Et dans un futur infini qui fait que les valeurs terminales sont importantes. Si nous avons le sentiment qu'on nous cite des hypothèses d'affaires qui ne sont pas réalistes, mais là, pardonnez-moi, qui peut juger il n'y a pas de preuves a priori sur un plan d'affaires. Il n'y a qu'un sentiment consistant à dire nous avons un doute sur un caractère un peu volontaire d'une hypothèse, nous demandons, et c'est toujours à ce moment-là un exercice que j'appellerais quasiment arithmétique, qui consiste à introduire une nouvelle hypothèse économique et à regarder le résultat que ça donne. Mais je ne vois pas, si vous voulez, quoi d'autre. Et encore une fois, nous avons des cas où nous avons revu à plusieurs reprises des hypothèses en les voyant évoluer. Ce qui veut dire que votre collège a la capacité... Il a de l'expérience et de la compétence d'après ce que dit la loi. Oui. J'espère que c'est vrai. Et en tout cas, il essaye de l'exercer, cette expérience et cette compétence, avec son meilleur jugement, comme il l'aura dans sa vie exercé avant, dans d'autres situations, avec justement des gens qui ont participé à des comités d'audit, qui ont participé, qui ont vu... dire que dans
dans aucun cas, vous n'avez nécessité ou capacité, je ne sais pas, à recourir, et vous nous l'avez dit, à des conseils extérieurs, dans aucun cas. Ben, écoutez, très franchement, les hypothèses que je cite devant vous sont celles-là. Alors, si vous cherchiez d'autres hypothèses, il faudrait que nous mettions en cause les communications, les plans des entreprises, les comptes des entreprises, que, bon, je veux dire, nous serions dans une situation qui supposerait un état de méfiance à l'égard de ce qui nous est présenté, que l'expérience ne nous permet pas d'imaginer. On a quand même Monsieur le Président, il est arrivé à l'État, quels que soient les gouvernements, de se tromper. C'est arrivé, y compris dans des sessions. Bien sûr. Non, mais attendez. Quand il s'est trompé, qui aurait pu lui éviter de se tromper à cette date-là? Pierre-Yves, vous voulez réagir là? Donc vous avez une fonction devinatoire. Vous avez une fonction de devin pour savoir... Si, c'est ça. Alors, par contre, maintenant, avec le recul... Nous avons une fonction critique. Non, vous dire que... Nous ne sommes pas divinatoires. Je ne vais pas laisser passer ce terme. Vous l'êtes, mais bon, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Non. Je ne pense pas que... Ne prenez pas ça pour une... On peut exercer son meilleur jugement. Bon, alors, ma question, c'est maintenant, quand même, vous avez une longue expérience, à l'usage. Est-ce que vous avez essayé d'étudier un peu si les estimations que vous avez faites ont été correctes ou pas? Est-ce que la nature, enfin l'économie, a vérifié à la suite les estimations que vous avez faites? Parce que ça serait intéressant de savoir. Alors, nous ne le faisons pas, sauf qu'il arrive que nous revoyons des dossiers à plusieurs reprises. Nous avons eu des dossiers qui, à plusieurs reprises, reviennent pour de nouvelles opérations de cession. Et à cette occasion, il est clair qu'une des premières choses que nous regardons, c'est comment l'on passe de l'exercice que nous avons fait, par exemple, il y a 8 mois, et l'exercice qu'on nous propose aujourd'hui. Et bien sûr, une des premières choses que nous demandons, c'est de comprendre si les évolutions, qu'est-ce que les évolutions disent par rapport à ce que nous disions précédemment. D'accord, mais ça serait quand même intéressant d'avoir une pardonnez-moi, idée. Je ne peux pas vous dire que la Commission s'est penchée 5 ans après sur l'estimation qu'elle avait faite à une certaine date. Quelqu'un aurait pu le faire. Je ne sais pas, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'à votre connaissance, ça existe? Si, à mon avis, celui qui le fait, c'est la Cour des comptes. Parce que ça donnerait quand même une idée de la pertinence. Ça, très honnêtement, nous ne sommes pas... Je pense très très sincèrement que c'est une des choses que fait la Cour des comptes. La Cour des comptes arrive après, elle regarde... Vous n'avez jamais eu la curiosité d'aller voir ce qu'il racontait? Ce que dit la Cour des comptes, si, bien sûr, ça peut arriver. Non, mais que, bon, là... on s'est quand même bien trompé ou pas écoutez, parce que encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit vous êtes le devin, parce que en effet, ça me paraît très difficile de faire autrement. Et je souscris assez à ce que vous disiez. On ne va pas surajouter des experts qui vont se tromper comme les autres. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ça. Mais après, il faudrait peut-être voir un peu. Non, ce qui nous est demandé, c'est effectivement, et c'est dans les affaires qui sont des affaires de marché, où par exemple on vend une participation, puis on en vendra de nouveau une tranche 2 ans plus tard, ou je ne sais pas quoi, c'est effectivement de rendre un avis qui, comme le dit la loi, tient aussi compte des conditions du marché. Donc nous sommes nous-mêmes, dans l'ensemble des éléments, nous sommes, comme tout le monde, obligé de nous situer à un moment donné. À un moment donné, c'est-à-dire le gouvernement dit « je veux la semaine prochaine vendre un bloc, est-ce que le prix auquel je veux le vendre vous paraît acceptable ou est-ce que... » Bon. Au-delà de ça, est-ce que le gouvernement a eu raison de vendre ce jour-là ou 6 mois plus tard ou 6 mois plus tôt? Là, la Commission n'est pas compétente pour le dire. Quant à revenir en arrière et constater que nous aurions découvert après coup des estimations totalement démenties, nous ne le faisons pas, mais en plus, je n'ai pas à l'esprit de cas
que je puisse citer pour dire que nous aurions vraiment le sentiment d'avoir non pas fait une erreur, mais d'avoir participé à une erreur à l'époque. Est-ce que, Monsieur le Président, vous m'autorisez à avoir une petite observation? Dans ce dossier, finalement, l'État achète des actions, fait une privatisation, ou alors vend des actions, etc. Quel est le plus important? C'est qu'il y ait de l'indépendance par rapport à cette décision, ou est-ce qu'il y ait surtout de la transparence? Parce que l'indépendance, c'est l'indépendance pour le calcul, pour savoir si vraiment c'est le bon calcul, si vraiment l'État fait une bonne affaire, on n'en fait pas une bonne. Aujourd'hui, tout est dans les médias, tout est sur les réseaux, le Parlement s'en mêle, tout le monde regarde tout. Je ne vois pas très bien, quelquefois, je me fais peut-être un peu provocatrice là, mais quel est vraiment l'intérêt d'avoir de l'indépendance par rapport à ça? Où l'État doit expliquer pourquoi il a acheté, pourquoi il a vendu et à quel prix il l'a fait. Il doit l'expliquer. Que quelqu'un fasse ce calcul d'une manière scientifique, technique, absolument objective, sans aucune discussion, mais à ce moment-là, il y a plein d'institutions, comme ça a été dit excellemment avant moi. Il y a la Cour des comptes, il y a plein de gens qui peuvent intervenir. Pourquoi faut-il une autorité indépendante? La Cour du compte aurait du mal à le faire le samedi matin, dossier reçu le vendredi pour décision avant la bourse du lundi, par exemple. Ce qui nous est arrivé. Vous dites c'est la rapidité, il faut une rapidité. C'est une des caractéristiques de certaines des opérations. Toulouse-Blagnac, on a passé 6 mois sur le dossier. Une autre opération l'année dernière, j'ai sacrifié un week-end prévu quelque part parce qu'il a fallu regarder le dossier dans les délais d'une opération de bourse qui se pourrait faire. Rapidité et secret, alors, si je vous entends. Bien sûr, et secret aussi. Oui. C'est les deux choses qui sont un point important. Ça, je peux l'entendre. Et ça, je dirais très modestement. Et on peut mieux le protéger dans une AI que dans un département ministériel? Je ne me prononce pas sur les départements ministériels. Ce que je peux dire simplement, c'est que la Commission a, de ce point de vue, une réputation que je considère comme c'est pas du tout. Je ne cherche pas du tout. Non, mais c'est même. J'essaie de comprendre, si vous voulez, c'est tout l'objet de notre mission. Il faut que vous sachiez ça. On essaie de comprendre là où une AI est absolument obligatoire. Oui. Il faut qu'on regarde vraiment les questions de création des AI et les questions de fonctionnement. Et il faut vraiment se poser vraiment la question de savoir est-ce que c'est absolument nécessaire. D'où cette condition. Pour moi, ce qui compte, c'est la transparence, savoir. Aujourd'hui, c'est très important. Le secret, je peux l'entendre. La rapidité, j'ai compris aussi. Mais voilà, la question, c'est est-ce que pour autant, il faut une AI plutôt que... Comme vous le savez, la question a été posée s'agissant de la Commission, puisque le rapport de l'Assemblée nationale avait évoqué le fait de confier la mission de la Commission à une autre autorité administrative intervenant dans le domaine économique. Bon, la réponse était simple. Les autorités de ce genre, c'est comment s'appelle l'AMF et l'autre la commission ancienne commission bancaire et l'autre comment vous l'appelez? Je visais même pas ça, moi. Pardon, mais ça, ce sont deux entités qui ont des missions spécifiques et auxquelles on ne peut absolument pas demander de venir faire ce que nous faisons. Elles ne sont pas composées. Mais moi, je ne visais pas voilà. ça. Non, je le dis. Je visais pas simplement. Ça. Alors ensuite, le débat, c'est effectivement, pourquoi est-ce que ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, qui pour l'instant n'a pas été modifié, peut se faire autrement? Voilà. Alors là, est-ce que le ministère peut le faire? Non, attendez. Le ministère est considéré dans cette affaire beaucoup trop comme juge et partie. Et donc, il a effectivement besoin d'avoir une instance qui lui fixe des limites à ce qu'il peut faire pour répondre à Et la Cour des comptes? Mais la Cour des comptes le fait ex post. Alors, non, mais soyons très clairs. Oui, si le gouvernement et le Parlement considèrent que les ministres n'ont pas besoin d'un avis préalable avant de prendre leur décision de cession des participations publiques, c'est quelque chose qui échappe totalement à mon jugement. Ce que je me borne à dire, c'est que depuis 1986, il a été considéré, et encore récemment, sauf parce que le législateur est une illumination soudaine dans les prochains jours, que
l'intervention de cette commission était la façon la plus pratique, la plus convenable pour répondre à l'exigence posée dès 86, dès la question des privatisations et cessions de patrimoine public. Là-dessus, je m'arrête là. Quand le gouvernement... Appuie sur... Quand le gouvernement décide de se séparer, enfin que la puissance publique se sépare d'une partie du domaine autoroutier, vous avez été consulté sur les autoroutes? La commission a rendu un avis à l'époque sur la privatisation des autoroutes. Absolument. Je n'étais pas encore là. Et cet avis a été, il a considéré toutes les cahiers des charges, toutes les compétitions, il y avait une réelle compétition, et l'avis qui a été rendu, et celui qui a été rendu, alors je ne sais pas ce que le jugement ex post peut donner, mais ce dont je suis absolument sûr, c'est que l'avis rendu à ce moment, dans les circonstances du moment, sur les conditions économiques du moment, était, je le pense certainement, bien que je n'y étais pas, l'avis qui s'imposait. Alors maintenant, y a-t-il eu des circonstances, des évolutions qui n'étaient pas prévues et qui ont modifié beaucoup de choses? On me dit qu'à l'époque, l'évolution des taux d'intérêt telle qu'elle s'est produite n'était pas prévisible. Je ne sais pas comment sont gérées les concessions, mais ça, c'est une autre chose. Il y a une autorité qui gère les concessions. Si l'autorité qui gère les concessions les gère d'une manière ou d'une autre manière, je n'en sais rien, mais ça n'est pas quelque chose qui infirme l'avis du moment. Ça ressemble fort à une tautologie, ce que vous nous dites. Ben oui, enfin, c'est forcément bien, puisque après on ne sait pas. Oui, mais enfin... Alors, Monsieur le sénateur. Non, mais attendez. Et puis quand vous me dites qu'il faut trouver le juste prix, pardon, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi quand quelqu'un possède un bien, il peut le vendre le maximum qu'il estime, qui lui permettra, qu'il estimera pouvoir trouver un acquéreur? Je me permets de vous dire simplement que nos avis n'interdisent jamais au ministre de pratiquer une cession plus chère. C'est le raisonnement, le juste prix. Le juste prix dans cette affaire-là, qui est une opération, comment l'intérêt public peut-il être sauvegardé? Et d'autre part, si vous nous dites, de toute façon, par définition, l'estimation qui a été faite, c'est la bonne, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, comment ils vont gérer, comment ceci et comment cela, franchement, en fait, c'est une tautologie. Vous avez toujours raison. Quelle que soit l'estimation qui a été faite au moment initial, c'est forcément le bon. L'estimation est faite à un moment donné avec les ensembles. Parce que c'est à un moment donné, c'est le bon. Avec l'ensemble des informations disponibles à ce moment donné. Je vous demande simplement ce que vous feriez. La question est de savoir si l'État avait ou n'avait pas de raison de procéder à une cession. Cette question-là est une décision antérieure. La fixation du prix, l'État, depuis que le Conseil constitutionnel exige, doit s'assurer que ce prix n'est pas inférieur à la valeur de la chose. Bon. Et la valeur de la chose, la Commission des participations est chargée de la fixer. Voilà. Bon. Michel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Sur cette question des autoroutes, je suis un peu étonné d'entendre qu'il n'y a pas d'évaluation ou de bilan après, parce qu'il serait intéressant justement de jauger les choses un certain temps après pour savoir si les avis que l'on a émis... J'ai déjà répondu. Pardonnez-moi, c'est très clair. Il existe une autorité publique indépendante qui fait ce travail, ça s'appelle la Cour des comptes. Il ne faut pas quand même se tromper. La République n'est pas sans moyen de savoir si elle a bien fait ou mal fait ex post. D'accord, mais enfin, bon, vous aussi, pour savoir si l'avis qui fut émis à l'époque était pertinent, il serait utile de regarder je vous rassure, les choses. Nous suivons de très près ce que fait la Cour des comptes, nous répondons à ces questions et nous lisons très attentivement ce qu'elle écrit. Très bien. Moi, je souhaitais, d'une part, vous demander quel était le volume du travail. J'ai du mal à saisir un peu le nombre de dossiers, par exemple,
que vous traitez, est-ce que ce sont des dossiers qui sont traités une fois par mois, une fois par semaine? Puis-je avoir une idée du volume de l'activité de la commission, d'une part, et puis d'autre part, quel est votre rôle par rapport à l'agence de gestion des participations de l'État, qui intervient aussi forcément dans cela? Est-ce que est-ce que c'est pas aussi du rôle de l'agence des participations de l'État que de mener la mission que vous accomplissez? Bon, soyons clairs, l'agence des participations de l'État est l'administration sous la hiérarchie, l'autorité hiérarchique du ministre, qui gère sous les ordres du ministre et pour le compte du ministre les participations de l'État. Elle les gère dans tous ses aspects, c'est-à-dire que c'est à la fois la participation à la gouvernance, les évolutions des entreprises, le suivi, toute une série d'opérations, et bien sûr les cessions qui peuvent intervenir. L'agence des participations de l'État est très clairement, donc, pour nous, le ministre. C'est ce qu'elle fait, ce qu'elle nous propose, c'est le ministre. Bon. Donc, il n'y a pas de confusion, je dirais, sur ce plan. Sur notre volume de travail, il est effectivement dépendant des saisines qui nous sont soumises. Il y a eu des années creuses, il y a eu des années pleines. Je constate que nous avons eu une première période creuse qui a été, de toute évidence, tout le monde le comprend, la crise de 2008 et qui a duré donc à peu près de septembre 2008 à l'été 2009, où il y a eu réellement très peu de dossiers. Et ensuite, nous avons eu également l'année 2012. Je pense qu'il y a des calendriers politiques qui ne sont pas favorables à certains types de décisions. Et l'année 2012 a été une année vide de dossiers. Bon. À côté de ça, cette année, nous en sommes, je ne sais... Pardon ? Vous avez 2012. Et alors que font... vous voulez rendre un avis si vous n'êtes pas saisi, je ne non, mais pardonnez-moi. Non, mais c'est pas... si vous n'êtes pas saisi, vous ne pouvez pas rendre. Mais et que font vos collaborateurs, vos collaboratrices quand il n'y a rien à faire? Alors, premièrement, pardonnez-moi de le dire, mais que ce soit le secrétaire général ou que ce soit le président, même s'il n'y a pas d'affaires dont nous soyons saisis officiellement nous avons quand même un certain nombre de fonctions que j'appelle de veille pour nous-mêmes et pour nos membres. Nous suivons les évolutions des entreprises. Lorsque nous voyons les résultats des entreprises, nous faisons des analyses que nous communiquons à nos membres, etc. Enfin, il y a un minimum de permanence dans une institution qui ne devrait, j'espère, n'étonner personne. Pour le reste, il est absolument évident que la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi cette institution permanente si elle n'a pas un plan de charge aussi permanent que pour d'autres institutions. Bon, je crois déjà avoir répondu sur le principe. Il s'agit de gens qui sont en disponibilité et en incompatibilité lourde, c'est-à-dire que dans le système tel qu'il est établi et tel que les textes actuels et les nouveaux textes le maintiennent, les engagements sont des engagements qui suppose réellement de faire des arbitrages pour des jeunes retraités. Ça peut être des arbitrages de carrière entre préférer essayer d'être soit un expert, soit un administrateur indépendant quelque part, soit dans cette commission, et c'est incompatible. Bon, c'est un fait. Le deuxième point, c'est que il est possible, ce sont des évolutions qui sont considérées, sur lesquelles je ne suis pas détenteur des informations, mais il est possible et même probable qu'une certaine modulation de la rémunération en fonction de l'activité puisse venir créer une meilleure adaptation de la situation au rythme, au plan de charge effectif de la Commission. Mais je vous rassure, nous avons déjà tenu 30 séances depuis le 1er janvier, nous avons déjà rendu une dizaine d'avis. La situation que vous évoquez, si on la remet dans les perspectives, elle est effectivement une anomalie dont, je dirais, la Commission n'est aucunement responsable. Et à côté de ça, les engagements pris au moment où
les membres ont été nommés, les engagements étaient maintenus, et les membres ne sont pas allés faire d'autres activités, y compris rémunératrices, ailleurs. Voilà, non, mais Le sens de la question, c'était le sens de la question, c'est que faisaient, non pas les membres du collège, mais les personnes qui travaillent. Bon, mais vous avez répondu. Moi, j'aurais une dernière... Je veux vous dire que, bon, tout bêtement, je crois que je suis allé au bureau tout autant en 2012 qu'en 2011 et en 2013. C'est-à-dire tous les jours, comme l'aurait fait tout autre à ma place. Oui. J'ai cru comprendre qu'il arrivait que le gouvernement vous demande de rendre des avis dans des délais extrêmement brefs. Ça dépend du type d'opération. Si vous avez, par exemple, une opération dans laquelle le gouvernement a une opération de bourse, c'est évident dans ces cas-là, avec la mise en place de blocs, les procédures de construction de livres accélérés, il est évident que c'est généralement dans des délais assez rapides. Et dans ces décisions-là, il est évident aussi que l'appréciation de la situation boursière prend une place importante par rapport à la valeur fondamentale de l'entreprise qui est également considérée. En général, voilà. Donc, dans ces cas-là, il est effectivement possible que nous nous prononcions dans l'espace de 2 jours, de 3 demi-journées. Enfin, il est arrivé, ça dépend des calendriers. Bon. Je dirais que les entreprises susceptibles de faire l'objet de ce genre d'opération sont des entreprises que nous commençons à assez bien connaître. Quand on parle de GDF Suez, Engie, ou quand on parle de Safran, par exemple, voilà, des entreprises que nous avons. Nous ne tombons pas sur un dossier absolument inconnu. D'accord. Oui, nous disions juste à l'aparté, pardonnez-moi, et je crois qu'il y a une demande de parole là, non? Pierre-Yves, tu n'avais pas demandé, il n'y a pas... En tout cas, c'est le portefeuille de l'APE que vous regardez surtout. Essentiellement, il est arrivé, nous avons eu des affaires, on a eu une petite affaire sur des affaires d'outre-mer qui ne sont pas APE, que la direction du Trésor est venue nous présenter. Nous avons les dossiers sur les fréquences qui nous sont présentés par la Direction générale des entreprises au nom des ministres responsables et qui sont de très gros dossiers. En tout cas, de vos explications, vous voyez, c'est très intéressant parce que bon, je comprends qu'il y a aussi un aspect très bancaire dans ce qui vous est demandé quand même. Il faut regarder, il y a les cours de bourse, il n'y a pas les cours de bourse, il y a l'aspect bancaire qui est plus économique que comptable, et il y a la rapidité. J'ai bien noté cette, vous voyez, du questionnement, c'est ressorti. Je n'avais pas vu cette question à la fois de rapidité et de secret qui est peut-être... Et de disponibilité. Oui, qui peut être important. Pierre-Yves Colomba. Curiosité, comment fait-on pour évaluer la valeur, pour valoriser des fréquences qui revient en fait à distribuer des monopoles, enfin des petits bouts de monopole? Alors, pardon. Comment vous faites? Alors, pour l'examen des fréquences, nous exigeons toujours d'avoir sous les yeux des hypothèses également de plan d'affaires, de rentabilité économique des fréquences. C'est-à-dire qu'une licence, c'est 15 ans ou 20 ans. Qu'est-ce que sur 15 ans ou 20 ans, l'exercice de cette activité pour un opérateur... Alors nous sommes évidemment obligés de considérer un opérateur type et non pas tel ou tel opérateur. Le système est généralement le suivant, pardonnez-moi pour faire très bref. Mais très bien, parce que le système, nous avons un opérateur type et c'est la procédure d'attribution et notamment la mise en concurrence des opérateurs qui conduira un opérateur à penser qu'il peut dépenser plus d'argent que ce que nous avons considéré comme le minimum pour l'opérateur type. Et donc, nous avons constaté très souvent que le feu des enchères complétait ce que nous aurons appelé un prix de réserve conseillé au ministre et qui, en tout cas, nous paraissait vraiment le prix au-dessous duquel il n'était pas question de remettre ces fréquences entre les mains des opérateurs. En fait, c'est l'équivalent sous l'Ancien Régime d'une charge qu'on vend. Bah, je ne sais pas si sous l'Ancien Régime on faisait une approche DCF. Je ne sais pas si on faisait une approche DCF des charges sous l'Ancien Régime avec un taux d'actualisation, une valeur terminale et des hypothèses de sensibilité. Les acquéreurs devaient quand même se faire un petit calcul. Nous sommes
tout à fait éclairé. Nous vous remercions d'avoir joué le jeu dans cette audition. Merci beaucoup. Merci, et nous renverrons donc les éléments complémentaires. Bien sûr, on va votre questionnaire et tout. Et puis la suite de nos auditions peut nous amener à reposer à l'ensemble des AI un certain nombre de questions. Merci beaucoup, Président.